En 1969, j'ai ma licence de lettres, je dois satisfaire aux obligations du service militaire. Je veux évidemment avoir ce deal d'être enseignant en coopération, même avec une solde de Troufion. Mais je me suis pris à la dernière minute. Parce que moi, je voulais tout simplement aller le moins loin possible. Donc, évidemment, j'ai dit au service, vous auriez une place au Sénégal? Ben voyons, monsieur, c'est ce que tout le monde veut. Et regarde, non, il nous reste une possibilité. Si vous ne voulez pas attendre le prochain round, un an, je ne sais pas quoi, c'est le Burundi. Je ne savais pas où c'est. Je ne savais pas du tout. J'ai dit banco. Puisque tout était bon pour moi. Et donc, voilà, je passe 1 an et demi au Burundi. Le choc culturel, évidemment. Je vais dans les villages, dans les familles de mes élèves, puisque donc le Burundi, à l'époque encore, il me semble, non, pardon, ancienne colonie belge, mais donc évidemment de langue française majoritairement comme langue coloniale, entre guillemets, et donc à l'école. Et le proviseur de l'école où j'étais était un Belge, alors là, un bon colonial. Je me suis très mal entendu avec lui, peu importe. Mais en tout cas, j'ai passé 1 an et demi là-bas, des contacts extraordinaires avec les différentes familles que j'ai pu rencontrer. Et évidemment, au retour, j'avais trouvé un but. Participer sur le terrain, comme je dirais plus tard, à la vie sociale de populations loin de la mienne, avec une autre culture, et essayer de comprendre leur mode de vie, leur représentation, etc., etc. Mais comment faire? Parce que à l'époque, si on me parlait d'ethnologie, je disais « Ah non, non, ethnologie, moi j'ai entendu dire que c'est une discipline où il n'y a que d'anciens officiers coloniaux ou des entomologistes qui vont observer les sociétés lointaines comme des insectes. Ah non !» Et mon modèle à l'époque, naïf que j'étais, c'était le journalisme de longue durée à la Joseph Kessel. Ah oui, je veux être envoyé 3 mois loin là-bas pour vivre avec les gens et je reviens et je raconte ça sur de nombreuses pages dans les grands quotidiens. Je ne sais plus qui je suis allé voir, plusieurs personnes, plusieurs rédactions, etc. On m'a rayonné, évidemment. On m'a dit « Mais cher monsieur, on n'est plus en 1950, là. Oh, on est en 1970. Donc, le journalisme à la Joseph Kessel, vous oubliez, ça n'existe plus. » Bon, patatras, je me suis trompé d'époque. Né trop tard dans un monde trop vieux, phrase que je me suis souvent répétée. Bon, peu importe. Mais ça a évidemment une conséquence, puisque il faut bien que je gagne ma vie. Je ne peux pas être un deuxième Joseph Kessel, et je n'en avais pas de toute façon le talent pour écrire des romans. Mais j'aurais pu faire quelques enquêtes de longue durée dans des pays lointains. Bon, en attendant, il faut bien que je gagne ma vie, donc je trouve un travail on appelait à l'époque ça, c'était pas des emplois titulaires dans l'éducation nationale, c'était dans des écoles qu'on disait sous contrat avec l'État, où l'on pouvait entrer avec une licence ou une maîtrise. J'avais aussi ajouté une maîtrise de lettres, sans devoir être déjà un capétien, enfin dans les cadres de l'éducation nationale. Et là, encore un hasard, un de mes collègues que je rencontre, qui deviendra un grand ami, qui deviendra un africaniste connu, qui a fait une belle carrière à l'IRD. Là, malheureusement, je peux le nommer puisqu'il n'est plus parmi nous. Il s'appelait Claude Fay, travaillait au Mali, grande figure de l'africanisme français.
Bon, bref, là, il est jeune, il est donc lui-même prof d'école, mais lui fréquentait déjà les séminaires africanistes, Emmanuel Terré, Marc Auger, etc. Et quand je parle avec lui, il me dit « Mais non, mais Serge, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Ta vision de l'ethnologie, c'est il y a 100 ans, c'est plus du tout ça. Viens dans les séminaires. » Je le suis, j'y vais. On est donc dans les années 74-75. Je vais au séminaire de Marc Auger. Je dévore un livre que Marc Auger venait de publier, 1975, Théorie des pouvoirs et idéologie. Ah, alors là, oui. Là, je m'y trouvais. Si c'est ça, l'ethnologie, d'accord. Bon, théorie des pouvoirs et idéologie, permettez-moi de citer quand même brièvement la quatrième de couverture, parce que vraiment c'était tout à fait marquant pour moi, mettant en regard les systèmes symboliques, institutions sociales, représentations, etc., croyances de 3 ethnies du sud de la Côte d'Ivoire, Marc Auger propose le concept d'idéaux logiques, sorte de grammaire irréductible à toute causalité matérielle, au travers de laquelle se formule pour chacune d'entre elles le possible et le pensable, etc. etc. Donc c'était une approche beaucoup plus subtile que, disons, les modèles marxistes classiques de l'idéologie. C'est bien pour ça que Auger jouait sur les mots en disant idéologique, la logique de l'idéologie. Bon. Alors c'est dit, voilà, je vais tenter cette voie. Alors qu'est-ce qui m'intéresse? Tout ce qui tourne autour de pouvoir et idéologie, justement. Pouvoir est sacré aussi. Au fond, c'est un peu la même chose pour moi. Mais donc, quand on me demandait, je pensais à son livre Théorie des pouvoirs idéologiques. Et je disais, oui, moi, pouvoir, idéologie. Bon. Le fonctionnement des institutions de pouvoir, prendre en compte toute la détermination socio-culturelle. Bon, tout ça à l'époque est encore évidemment vague. Un exemple me trotte en tête tout de même, c'est les régimes de royauté ou chefferie sacrée, tout simplement parce que durant mon séjour au Burundi, et de retour ensuite plutôt, j'ai beaucoup lu sur cette région. Et cette région, c'est la région des Grands Lacs, c'est la région des royautés sacrées africaines classiques. Mais alors, en lisant plus attentivement, je vois bien que y aller aujourd'hui, donc on est en 1975-16, tous les systèmes de royauté sacrée dont je peux lire quelque chose dans cette partie-là, j'ai peut-être pas assez lu sur le Tchad à l'époque. Je voyais qu'ils avaient été totalement laminés, transformés par la colonisation britannique, avec leur système d'indirect rule, et que si j'allais là-bas, je ferais l'histoire de la colonisation britannique et éventuellement des résistances à cette colonisation. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, je voulais de la royauté sacrée. Donc là, j'étais extrêmement déçu. Bon, je lis un peu plus loin, et je lis aussi sur d'autres régions du monde. Je ne sais plus comment ça m'est venu, mais je lis aussi sur les chefferies polynésiennes, Hawaï, Maori. Bon, là, je vois bien aussi les énormes transformations par la colonisation. Mais je lis aussi Samoa Tonga. Ah, Tonga, un roi dont on semble dire que la royauté n'a pas changé depuis des millénaires. Ah, Samoa, je ne connaissais pas ce nom-là, mais il paraît que c'est un pays où il y a des milliers de chefs sacrés, parce que tous les chefs de clan sont des chefs sacrés, dont les gens disent que s'il est malade, tout le clan meurt. Ah, c'est Fraser, c'est la royauté sacrée. Ah, ça me plaît, ça. Alors, Tonga, royauté jamais colonisée. Samoa, bon, je viens de dire. Alors, par mes contacts africanistes, étudiants, amis, je vais aussi à Londres, où il y a une effervescence, disons, dans les départements d'anthropologie, où il y a aussi des gens qui travaillent en Océanie. Et là, il y en a plusieurs qui me disent, bon, écoute, Tonga, il faut qu'on t'explique. Il n'a jamais été colonisé. En même temps, tout le système de la royauté a été profondément transformé par la mission protestante. Le fameux Becker est même devenu pratiquement le premier ministre de Tonga au XIXe siècle. Donc, c'est pas vraiment ce que tu veux. En revanche, Samoa, là,
Là, c'est vrai que la colonisation proprement dite allemande a duré très très peu de temps. Ensuite, c'était un mandat néo-zélandais et les Néo-Zélandais n'ont pas touché à la structure sociale. Oui, en gros, ils n'y ont pas touché. Donc, toutes ces petites chefferies sacrées, ça existe encore. C'est dit, je tenterai Samoa. Donc là, on est en 75, 76. Oui, 76. Alors, en plus des séminaires africanistes, je fréquente aussi un séminaire à Paris 5. Il m'avait attiré parce qu'on y parlait d'Océanie et aussi beaucoup de théories anthropologiques. Les animateurs, c'était Daniel Decopé, Jean-Paul Latouche, Raymond Jamous, une personne plus jeune, Cécile Barrault, et d'autres. Et parfois le grand professeur indianiste, déjà d'une autre génération, Louis Dumont, qui y venait parfois. Ah là, pour moi, ce fut un éblouissement, surtout quand Daniel Decopé déroulait pendant des heures, pendant des semaines, pendant des mois, ses analyses sur les échanges cérémoniels chez les Are-Are de Malaita, aux îles Salomon. C'était un éblouissement extraordinaire. Il avait un art de raconter, on y était. Alors je veux travailler avec eux, immédiatement. Je leur parle de mes projets Polynésie occidentale, chefferie sacrée. J'aimerais bien faire un mémoire, une maîtrise là-dessus, ou une thèse, en commençant avec un DEA. Oui, mais, donc revenons en France, 1976. À cette époque, zéro bourse de thèse, zéro soutien pour partir sur le terrain. On est encore à l'époque où, malheureusement, si on n'a pas une possibilité familiale de se payer en quelque sorte un terrain exotique, eh ben c'est pas la peine. Et c'est en tout cas ce que Decopé m'explique. Et en m'expliquant ça, il me dit, bah écoute, il n'y a qu'une seule solution. Il en parle avec Dumont aussi, qui vient de temps en temps, qui s'intéresse évidemment à ces jeunes étudiants qui sont là. Et il dit, il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est que tu fasses un travail sur documentation, qui ne t'oblige pas à du terrain, à un voyage lointain, etc. Et si ça marche bien, si la thèse est passée, si tu deviens un petit peu connu, tu peux ensuite espérer intégrer en tant que chercheur hors statut, comme on disait à l'époque, une équipe de recherche qui à ce moment-là aurait le droit de consacrer une petite partie de son budget, ou une grande partie, à du terrain, même si tu n'as pas de poste titulaire. Bon, évidemment, moi je me voyais déjà partir, je me voyais sur le bateau. Je ne pensais pas à l'avion, je pensais au cargo. Ben non, bon. Alors, thèse sur document, je me dis, bah oui, mais de quel côté? Bah évidemment, je reviens à mon expérience au Burundi, à ce que j'ai vu sur place, à ce que j'ai lu. Et donc, je lis. Et là, je vais à Londres de nouveau. C'est Daniel Decopé qui m'avait arrangé d'aller fouiller un peu là-bas les archives, parler avec les étudiants, parler avec les profs, parce qu'il était très ami avec celui qui dirigeait à l'époque le département d'ethnologie à UCL, c'est Andrew Strathern, le grand Andrew Strathern. Je me souviens très bien de lui, visage encore jeune, longue barbe comme ça, magnifique. Petit bonhomme et une barbe impressionnante qui traînait presque par terre. Grand ami de Daniel Decopé, donc évidemment il m'accueille magnifiquement. Je fouille. Et je trouve une perle, on va dire. En regardant sur cette région-là, Burundi est tout à côté, je trouve des écrits de missionnaires allemands qui ont travaillé là-bas au début du siècle, qui ont voulu comprendre tous les rituels et le cérémonial des chefferies du nord-ouest de la Tanzanie, les Nyamwezi Sukuma, très peu connus. Et ce que je trouve surtout totalement imprévu, c'est que dans ces écrits missionnaires, ils avaient pris soin de écrire phonétiquement la parole locale de tout ce que les gens racontaient, en plus de leur traduction allemande. Bon, ça c'était dans les années 1900, je ne sais plus, au tout début. Mais là, 1975-16, on a d'excellents dictionnaires de cette langue vers l'anglais, vers l'allemand, pas vers le français.
Et je me dis, mais alors j'ai peut-être moyen d'entrer dans la parole locale, même documentairement, en traduisant ces différents textes. Je m'aperçois très vite évidemment que quand les Allemands missionnaires avaient traduit, ce qui n'était pas tout eux-mêmes, ils étaient très 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 loin de ce que les gens disaient vraiment et ce qu'on pouvait reconstruire avec ces dictionnaires. Quand c'était de l'allemand, heureusement j'avais encore ma mère qui pouvait m'aider, elle parlait allemand couramment, elle parlait allemand, russe, anglais, espagnol, etc. Et donc je fais un travail presque sur le terrain, si j'ose dire, avec la parole locale, mais grâce à ces manuscrits qui n'ont jamais été travaillés par personne, sur les différents rituels de ces petites chefferies sacrées du nord-ouest de la Tanzanie, les Nyamwezi Sukuma. C'est tout à fait passionnant. Et surtout, ce qui est amusant aussi, c'est que, avec l'influence de Daniel de Coppet, les échanges cérémoniels m'avaient tellement fait vibrer quand il en parlait. Je lis tout ce matériel africaniste en me focalisant beaucoup sur les échanges cérémoniels, sur la circulation monétaire, même si là-bas ce n'est pas des coquillages, c'est des vaches sacrées ou des chèvres ou des couvertures, peu importe. Je m'intéresse beaucoup aux différents rituels qui instruisent, disons, le fonctionnement des compensations pour meurtre, mariage, funérailles, etc., etc. Et je me retrouve, voilà, là aussi sans l'avoir vraiment prévu, à faire une thèse très mélanésianiste sur un matériau africaniste d'échange cérémoniel. Évidemment, de Coppet était tout à fait content, Marc Auger aussi, parce que en tant qu'africaniste, et puis je connaissais Marc Auger depuis 74-75, je m'étais inscrit avec lui donc pour faire, oui, je pense que je n'ai pas fait de maîtrise, j'ai dû, ou peut-être j'en ai fait une, je ne me souviens même plus, mais en tout cas je sais que j'ai fait un DEA, donc la première année de thèse à l'époque, et donc puisque c'était sur des matériaux africanistes, c'est Marc Auger qui était le responsable, mais de Coppet suivait ça de très près. Évidemment, lui était tout à fait passionné par ce que je faisais sur les échanges cérémoniels et la monnaie chez les Nyamwezi Sukuma, lui qui était totalement féru de parler des monnaies océaniennes, des monnaies mélanésiennes, tout ce qu'il a pu écrire à ce sujet. Même s'il nous manque, on l'a tous regretté, le livre où il aurait pu mettre ses heures, ses semaines, ses mois de séminaire qu'il a fait sur les échanges cérémoniels arrêt à arrêt. Alors, je suis sur ce matériau africaniste, et là va commencer une autre série de hasards. Je ne sais pas si je le fais exprès ou pas, mais à chaque fois je me dis, mais c'est pas possible, il y a une série de hasards incroyables. J'en ai raconté quelques-uns. Là, ça va être autre chose. À propos de l'avancement de ce travail africaniste, de cette thèse, et de la présence de Louis Dumont. Alors, je suis en même temps à travailler beaucoup sur les échanges cérémoniels, mais en même temps, le matériau me donne pas mal de choses sur ce qu'on appelait à l'époque les classifications dualistes. Orientation, couleur, interprétation des divinations, sur les parties de l'animal sacrifié, suivant les couleurs, de quel côté le sang coule, les orientations dans la maison, etc. etc. Bon, c'est des choses qui m'intéressent. Moi, j'ai toujours été intéressé par les classifications. Et bien sûr, j'aimais beaucoup tout ce que Durkheim et Mauss ont pu écrire à ce sujet. Et donc là, je ramasse des matériaux, et finalement je me dis, il y a de quoi là faire un DEA particulier, à part le gros morceau sur les échanges cérémoniels. Un DEA où je ramasse ces données-là sur les classifications dualistes en pays Nyamwezi Sukuma, avec quelques comparaisons. Après, sur, disons, les débats qu'il y a eu sur les classifications dualistes en général. Et j'en parle dans le séminaire de Coppet, Dumont est là de temps en temps.
et je l'ai su beaucoup plus tard, Dumont a été très intéressé par cet aspect-là. Mais pourquoi ? Il se trouve qu'en 1977, quand j'écris puis je soutiens ce DEA, bon, une toute petite soutenance, c'est un mémoire d'une centaine de pages, la même année, il se trouve que Louis Dumont était en train de préparer cet article qui va faire presque le tour du monde, en tout cas de la communauté anthropologique francophone et même au-delà, qui est sorti dans l'Homme en 1978, la communauté anthropologique et l'anthropologie. La communauté anthropologique et l'anthropologie, oui, je crois que c'est ça, je ne me souviens plus du titre exact, mais en tout cas, cet immense article fleuve, où il dit, eh ben voilà l'état des lieux de l'anthropologie française, surtout, complètement éparpillée. Moi, je vais vous donner une direction, et je vais vous dire ce qui ne va pas et qu'on a oublié depuis Mauss, la méthode comparative, de quelle manière on peut tenir dans les deux mains en même temps l'ambition universaliste de parler de l'homme dans toutes les sociétés, donc le genre humain, mais parler de l'homme uniquement en société, c'est-à-dire tenir l'horizon universaliste, mais comparer par bloc les sociétés en tant qu'entité, en tant que totalité. C'est évidemment là où Dumont apporte un certain nombre de choses sur sa vision de la société comme totalité, poursuivant Durkheim, Mauss, etc. Et donc, en 1977, il prépare ce grand article. Bon. Mais il se trouve, pour ceux qui reliraient cet article, qu'il avait fait une deuxième partie qui est assez inattendue pour un article de fond sur, disons, l'état des lieux de l'anthropologie et ce qu'il propose sur la manière de faire. Une deuxième moitié sur les classifications dualistes, parce qu'il s'est trouvé par hasard qu'il avait vu, lui, en lisant Rodney Needham en particulier, parce qu'il en parle beaucoup, de quelle manière, disait-il, une manière de ne pas voir la logique totale d'un système classificatoire et de le découper en petits morceaux et de suivre les oppositions simplement binaires qui se répètent par analogie A est à B comme B est à C, etc., droite-gauche, noir-blanc, etc., etc., on manquait complètement quelque chose où ces classifications pouvaient dire quelque chose sur la société qui se vivait comme un tout. Pur hasard qui fait que Dumont lit ce genre de choses et y voit un exemple qui peut venir à son appui. Pur hasard que mon DEA, à ce moment-là, porte sur la même chose. Je ne savais pas que Dumont l'avait lu, mais quand l'article de Dumont dans l'Homme en 1978 sort, il y a une longue note. Alors là, De Coppet et les autres me disent « Viens Serge, viens lire ça, c'est incroyable ». Et il y a une longue note où Dumont cite mon DEA et dit « Je devais signaler la convergence avec ce qui est dit ici même, d'abord pour atténuer le constat de carence par lequel j'avais ouvert cette discussion, où il dit que l'anthropologie, il ne reste plus rien, j'exagère un peu. Ensuite et surtout, pour que le mérite de l'indépendance et de l'originalité dans l'expression de ses vues soit reconnu à M. Tcherkezov, l'esprit du jeune Robert Hertz n'est donc pas mort. » Oui. Vous imaginez une note comme ça, dans l'Homme, en 1978, à propos d'un étudiant totalement inconnu, et un DEA, parmi des centaines de DEA en France, qui n'aurait jamais été lu sinon par Marc Auger et quelques amis, soudain, le nom circulait partout. Bon, là c'est un hasard, et c'est une dette envers Louis Dumont, que je n'oublierai évidemment jamais. Je continuerai en vous disant que j'ai encore d'autres dettes envers lui. Mais en tout cas, c'est ça qui, en 1978, a fait que, soudain, le nom est devenu connu, et que le même Dumont, qui donc portait au nu ce DEA, entre parenthèses, petite anecdote, Daniel De Coppet, qui me soutenait toujours, disait « Écoute, moi j'adore tout ce que tu écris sur les échanges cérémoniels. Tes histoires sur les classifications, j'y comprends rien. Mais comme le maître dit que c'est génial et qu'il faut publier,
Bon, ben, je vais t'aider. Parce que Dumont, à ce moment-là, s'était vu confier ou avait créé la collection, n'est-ce pas, qui s'appelle Atelier d'anthropologie sociale, coédition, Maison des sciences de l'homme et Cambridge University, et m'a dit, votre DEA, je le veux dedans. Bon, chance extraordinaire, non seulement cette note dans l'homme en 1978, mais... Ah, et même le fait que c'est une collection nouvelle franco-britannique fait que les livres qui sortent là en français, si on veut les faire en anglais, on peut. D'où, alors ça sort en 1983, mais disons, la mécanique s'est faite en 79, 80, et la traduction anglaise ensuite, le livre sort en 1987. Et là, évidemment, tout de suite, c'est diffusé infiniment plus que, évidemment, le premier livre qui était en français. Donc, voilà, je vais vous parler des conséquences de tout cela. Mais il y a eu une coïncidence extraordinaire et une générosité de Louis Dumont pour mettre en exergue un petit peu ce travail-là que j'avais fait, qui était une toute petite partie de mon travail sur l'Ignamwezi, et pour De Coppet la moins intéressante, mais pour Dumont la plus significative.